Wu Zilin a passé une dizaine d'années comme ça. Il prend du temps à contempler en silence la rivière dehors ou s'abandonne à la calligraphie pour se dégager de sa mauvaise humeur. Wu Zilin s'est mis à apprendre le haru il y a quelques années. Pas loin de chez lui se trouve un pont couvert. Il a l'habitude d'y jouer du haru si le temps le permet. Wu a conscience qu'aux yeux des autres, il est quelqu'un de bizarre. On me surnomme l'imbécile Wu, l'idiot, le grand imbécile Wu. Dans le district de Qingyuan, au Zhejiang, Wu Zilin est responsable de la protection du patrimoine culturel au Bureau de la Culture. Toute sa vie est liée aux ponts couverts locaux. Franchement, je me suis beaucoup plus investi pour réparer et protéger les ponts en arc de bois que pour la construction de ma propre maison. Une mélancolie d'une dizaine d'années est responsable de cela. En 1995, un pont couvert du nom Mengyu a été ravagé par un feu. Il avait 1000 ans d'existence. J'étais vraiment triste en apprenant cette nouvelle. Il y a deux raisons pour lesquelles ce pont n'a pas encore été reconstruit. La première, c'est un problème d'argent. Mais la seconde inquiète davantage Wu Zilin et les spécialistes de la culture locale. Pendant longtemps, nous avons peu à peu oublié les ponts couverts en arc de bois. Surtout la précieuse technique pour les construire. Comme aucun pont couvert n'a été construit depuis des dizaines d'années, il manque d'héritiers. Qingyuan se situe à la frontière entre les provinces du Zhejiang et du Fujian. De nombreuses montagnes et rivières se croisent ici. S'adapter à cet environnement a été essentiel pour les ancêtres à Qingyuan. Très tôt, ils ont appris à construire les routes dans les montagnes et les ponts sur l'eau. D'une structure simple, les ponts couverts sont extrêmement solides. On dit qu'ils sont en style arc-en-ciel pour leur forme. Très populaire sous les Song du Nord, ce style demande plus de technique que les autres ponts traditionnels chinois. C'est le seul du genre au monde dans l'histoire des ponts et il y a une grande valeur esthétique traditionnelle. La chute des Song du Nord a enseveli le pont arc-en-ciel tombé de son sommet. Son dernier usage apparaît dans la peinture de Zhang Zeduan, le jour de la fête de la clarté au bord de la rivière. Dans cette peinture, il n'y a pas de pavillon sur le pont. Mais les ponts couverts du sud de Zhejiang sont équipés de pavillons. Voici une autre différence. Les composants du pont de la peinture sont attachés l'un à l'autre, tandis que les nôtres sont assemblés par tenons. C'est un grand progrès.
900 ans ont passé. Les ponts couverts sont redécouverts dans les montagnes entre le Zhejiang et le Fujian. Réputé comme son pays natal, Qingyuan a environ une centaine de ponts couverts de toutes sortes. Il y en a 20 qui sont des ponts en arc de bois. Bâtis sous les Song, les ponts Futian et Chuangmen ont presque un siècle. Ce sont les plus vieux ponts enregistrés dans l'histoire. Ils ont 100 ans de plus que le pont en arc-en-ciel dans la peinture de Zhang Zheduan. Les ponts Manyu, Banluping et Yongwei ont été construits sous la dynastie Yuan. Les autres ont été construits sous celle des Ming et des Qing. Parmi les ponts en arc de bois existants, le pont Julong est le plus ancien. Il a 387 ans et a été bâti en 1625. C'est un fossile vivant des ponts en bois. Ses valeurs historiques, artistiques et scientifiques sont remarquables. À Qingyuan, beaucoup d'artisans maîtrisent une technique exquise de construction en bois. Ils vivent de la charpenterie. Rumia, l'un d'entre eux, apprend la charpenterie de son père depuis l'âge de 16 ans. Je suis venu en ville en 1997. La vie était assez simple alors. On se nourrissait avec de petits boulots. Nous avons déménagé de la campagne à la ville avec 2 enfants. Avec de la chance, on pouvait trouver de bons boulots et gagner un peu plus d'argent. Aujourd'hui, Rumia est l'héritier de la technique de pont couvert au nom du patrimoine culturel immatériel. Nombreux sont ceux à lui demander de reconstruire les ponts couverts. Début mars 2013, Rumia a accueilli un visiteur venu de loin. Le village de Hutongyang cherchait son aide pour reconstruire un pont couvert local abîmé. Aujourd'hui, il se voit pour la première fois. Chaque fois que Rumia accueille des clients, il a l'habitude de leur montrer ce modèle qui lui est très particulier. Ce modèle est son premier essai en tant que premier maître de la construction. Lorsque nous apprenions la technique comme petits disciples, on a remarqué des noms sur les ponts. Ce sont ceux des maîtres précédents. À cette époque, je pensais déjà laisser mon nom dessus quand je maîtriserai cette technique. Ce rêve a failli être étouffé par la pression de la réalité. Mais Rumia garde toujours un petit espoir au fond de son cœur. Et le bruit de la reconstruction d'un pont couvert a illuminé cet espoir. C'était à propos d'un pont. C'est tout ce que je savais à l'époque. Son endroit m'était inconnu. À cette nouvelle, je me suis mise à fabriquer un modèle d'après les données du pont Manyu. Ça sert à quoi, ces baguettes? C'est la structure simple de ce pont. Elle est utile pour la construction. Maintenant, je vais essayer de la rétablir. Rumia compte sur cette tentative pour changer son sort. Il espère trouver le secret de la construction du pont couvert. Alors, je me suis impliqué dans ce travail. J'ai arrêté d'autres boulots. Rien que pour ce travail, rien que pour découvrir la technique du pont couvert. C'est le plan dessiné par Rumia. Pendant 9 mois, il a abandonné son vrai travail et s'est plongé sans relâche dans des calculs et des expérimentations. Le modèle du pont a été assemblé dans notre district.
Il a fallu 7 journées et 7 nuits pour le finir. J'étais seul à rester là. Je le fabriquais tout en veillant à sa sécurité. Quand je suis allé chez Rumia, sa mère m'a raconté son histoire. Son fils n'a pas pu dormir à cause de ce pont. Rumia a pleuré pendant plusieurs nuits. Je suis vraiment touché par l'esprit de ce jeune homme. C'est à ce moment précis que Wu a pris une décision. Il voulait apprendre tout ce qu'il connaissait de la construction du pont couvert à ce jeune charpentier. Ce pont, du nom de Lanxi, date de la dynastie des Song. Dans les années 70, il a failli être démonté pour la construction d'un réservoir. C'est grâce aux efforts de Wu Zilin que ce pont a été déplacé ici. Les habitants racontent qu'il faut 3 morts pour démonter ce pont. Alors, je l'ai annoncé à ma famille, surtout à ma mère. Je les ai prévenus de m'enterrer à l'endroit du pont Lanxi si par hasard j'étais amené à mourir. Je leur ai dit, ne m'emmenez pas à Qingyuan ou au pays natal. Bien que déplacer un pont ne soit pas facile, tout s'est bien passé. Du reste, Wu Zilin a même reçu les conseils du maître de construction de l'époque. Il a compris qu'il aurait été difficile de me cacher la vérité. J'étais tellement travailleur. Comme je viens de le dire, les 2 Niuto constituent la structure essentielle du pont en arc de bois. Si l'on arrive à saisir la théorie de cette structure, le reste est assez simple. Mais Wu Zilin n'est pas charpentier et il ne sait pas non plus construire les ponts. De plus, il prend de l'âge et il a vraiment envie de transmettre le secret du pont couvert à une autre personne. Je cherche quelqu'un qui comprenne la mécanique de la construction du pont couvert. Quelqu'un de familier avec la charpenterie. Cette personne doit avoir travaillé elle-même au moins 3 ans dans ce métier. 3 ans lui permet de devenir un artisan indépendant. Bref, il faut connaître la charpenterie et la mécanique du bois. Aux yeux de Wu Zilin, Rumia en est capable. Il est tout à fait convaincu que Rumia sera un premier maître qualifié du pont couvert. À présent, sa première épreuve consiste à faire des calculs. Le problème essentiel est l'exactitude du calcul. Quand on met cette construction sur le pont, la moindre erreur, et elle ne tiendra pas longtemps. Souvent, elle doit affronter le mauvais temps, comme la pluie et le vent. Le pont risque ainsi de se renverser. Diplômé du collège, Rumia manque de connaissances professionnelles en matière de construction. Néanmoins, après de nombreux essais, il a pu trouver une nouvelle méthode. Elle pourrait rendre le calcul plus efficace et exact. Avec la fonction trigonométrique, les données de l'arche sortent rapidement. Nous voulons construire un pont couvert dans notre village. Vous avez quelques plans? D'accord, mais je n'y suis pas allé. J'ai besoin des données du lit de la rivière. Vous l'estimez à combien? 25 mètres de distance à peu près. D'accord, 25 mètres. Normalement, quel est son niveau d'eau? Ces dernières années, il a atteint un maximum de 2,20 mètres environ. 2,20 mètres. Alors, je vais d'abord voir la quantité de bois nécessaire et les genres de bois nécessaires. Et puis, on vous donnera une estimation du prix de construction. Combien environ? Avec sa méthode,
Rumia a sorti toutes les données du bois de l'arche en 10 minutes. Maintenant, il sait aussi consulter les logiciels de cartes sur la topographie d'un endroit. On est même dispensé d'examiner sur le champ pour obtenir les données exactes. Quant à l'orientation du pont, les angles sont aussi accessibles sur les cartes virtuelles. Ainsi, on peut déterminer l'orientation du pont. En 2010, les villageois ont réuni enfin assez d'argent pour reconstruire le pont Minyu. Ils sont venus chercher Wu Zilin, qui leur a recommandé Rumia pour en être le premier maître. J'exige que la reconstruction soit exacte, avec les critères des artisans traditionnels. C'est ce qu'un premier maître doit faire. De plus, l'argent de la construction appartient aux habitants, qui ont travaillé dur pour le gagner. Comme ils contribuent à ce projet, c'est notre responsabilité de le dépenser aux usages nécessaires. Si j'échoue la première fois, je pourrais le regretter toute la vie. Rumia s'est levé tôt le lendemain. En tant que premier maître, il va sélectionner le bois dans la montagne du pont. Sur cette montagne sont plantés des cèdres destinés à la construction et la réparation des ponts couverts. Les habitants locaux ont organisé une collecte de fonds. Pendant toute l'année, le pont couvert en arc de bois souffre de la vapeur et de la brume. Il faut faire attention à son bois. On choisit les cèdres vieux qui se situent au côté sud de la montagne. Ils sont protégés du pourrissement et prolongent ainsi la vie de l'arche du pont. Les arbres sélectionnés vont passer au façonnage dans des usines de bois. En tant que premier maître, Rumia doit être au courant des usages de chaque pièce de bois et de leur taille. C'est les détails qui déterminent le destin d'un pont couvert. La position de chaque mortaise et leur profondeur, la taille de chaque tenon, ils sont essentiels pour la solidité de ce pont. C'est la première fois qu'il est premier maître. Il participe à toute la procédure. Elle a l'air simple, mais Rumia connaît son importance. D'abord, nos mortaises doivent s'accorder avec les tenons. Outre cette correspondance exacte, il faut aussi prévenir les problèmes de vibration. Selon les coutumes locales, lorsque tous les matériaux sont prêts, on doit choisir un jour faste pour les assembler. Cette fois, ce jour tombe le 17 décembre 2010. À 6 h du matin, l'assemblage du pont Minyu a officiellement commencé. Dans la légende, il existe un génie de la rivière. Avant de se mettre au travail, on a choisi un jour faste pour saluer ce génie. Un cochon est tué comme sacrifice. C'est pour des raisons de sécurité, en fait, qu'on suit cette cérémonie. L'essentiel, c'est de prier ce génie pour nous prévenir de toutes sortes d'accidents, et ce, jusqu'à la fin de la construction. L'établissement d'un pont est un grand projet à la campagne. Ça cause des dégâts à l'environnement. Alors, comment peut-on atteindre une harmonie entre les êtres humains et la nature? À travers ce genre de cérémonie, on demande pardon au génie de la montagne. On lui montre que tous les dégâts sont pour le transport commun. Ce rituel s'appelle le lancer de marteau. Il consiste à commémorer Luban, l'ancêtre des charpentiers. Le rituel fini, voici l'assemblage qui commence. Que les bonnes fortunes nous bénissent, que le temps soit favorable et le pays soit prospère.
D'abord, c'est l'arche du pont. Elle est composée d'un arc à 3 jointures, des colonnes, un arc à 5 jointures, arc de ciseaux, arc plat et des newtons. L'arc à 3 jointures est le premier à être bâti. D'abord, on utilise de 7 à 11 vieux cèdres au côté sud de la montagne comme longeron. Leur taille est basée sur la largeur du pont. Sur une extrémité, on fait les tenons en forme de queue d'aronde et on les rentre dans le bâchon sur le pile du pont. De l'autre extrémité droite, on entre dans la poutre carrée en manglier. Celle-ci a une flexibilité et une forte dureté. Tout ça compose une partie inclinée de l'arc à 3 jointures. C'est pareil sur l'autre côté du pile. Entre ces deux parties inclinées, on ajoute une partie plate de haut en bas avec le même nombre de pièces. Cette fois, elles sont jointes par les tenons de queue d'aronde. Ainsi, les deux parties inclinées et une partie plate forment la structure complète de l'arc à 3 jointures. On établit ensuite 2 colonnes de chaque côté de l'arc, liées par des traverses. Ces colonnes doivent adhérer au pile en formant un angle avec la partie inclinée de l'arc. Soutenu par cet arc à 3 jointures, un arc à 5 jointures est inséré dedans. Quant à l'arc incliné, la traverse de Newton et l'arc plat, on emploie la même manière que pour l'arc à 3 jointures. Celui-ci et l'arc à 5 jointures servent ensemble à soutenir le poids du pont vers le bas. Il est nommé Newton. Il représente la partie la plus importante de la structure de l'arche. Sa qualité est déterminante pour la vie de ce pont. Rumia a employé une méthode traditionnelle pour placer le grand Newton à l'endroit fixé d'avance. Ensuite, c'est l'assemblage de l'arc à 3 jointures. On utilise le roule pour déplacer un bout de la partie inclinée à l'endroit du grand Newton. Puis, on y entre les tenons. L'autre bout est déposé. L'arc à 3 jointures assemblé, on va établir ces colonnes, qui s'appellent générales. C'est aussi le travail de Rumia aujourd'hui. Les habitants étaient là au cours de l'assemblage. Il y avait beaucoup de monde pendant les travaux. Ils étaient contents de nous voir fatigués par la construction. Ils auraient été mécontents si on avait fait les travaux très vite et sans peine. Ils auraient pu pressentir que ce pont ne durerait pas très longtemps. Ce pont doit faire face à toutes sortes de conditions météo, surtout le mauvais temps. Les habitants le savent bien. 1, 2, 3. Tenons et mortaises ne sont pas assez serrés lorsqu'on ne prend pas la peine de les assembler. Ainsi, l'arche risque de se déformer. Mais il ne faut pas non plus qu'il soit trop serré. Ça risque en effet de tordre l'arche et réduire la durée de vie du pont. Quand les autres parties sont finies, il manque encore une pièce de bois au milieu. C'est la poutre de l'arc. Il vaut mieux utiliser les cèdres du côté sud de la montagne. Pas trop vieux et pas trop jeune, on doit sélectionner un jour faste pour le fixer.
Baissez, baissez et baissez encore. Nous avons fait appel à Luban parce qu'on est ses disciples. On a prononcé quelques bonnes paroles, par exemple, que les bonnes fortunes nous bénissent, que le temps soit favorable et le pays soit prospère. L'échafaudage sera démonté après l'achèvement de l'arc à 3 jointures, au-dessus duquel l'arc à 5 jointures est construit. Nous avons tenu compte de l'argent. Comment faire le plus d'économies possible? Du moment qu'il est solide, on peut se passer d'échafaudage aujourd'hui. Ce jour-là, le père de Rumia est venu sur le chantier. Charpentier toute sa vie, il est vraiment inquiet pour son fils, qui construit un pont pour la première fois. Nous apprenons cette technique depuis l'enfance. Cela me donne du courage. On passe un pont à une seule planche, pas à pas. La construction est pareille. Je suis déjà très familier avec. Mais le jour de l'assemblage, l'arc à 5 jointures ne s'adapte pas. Rumia n'avait pas prévu ce problème. Maître Wu nous a donné des conseils. Je me suis rendu compte qu'une fois incliné, ce point de pression pouvait se transformer en point d'appui. Donc, au lieu de soutenir la force, il la disperse sur la partie inclinée de l'arc. Un simple changement d'angle a changé le sort de ce pont. Si le pont couvert en arc de bois parvient à durer longtemps sur la rivière, c'est grâce à l'accord parfait entre chaque tenon et mortaise. L'arc de ciseaux suit l'arc à 5 jointures. Celui-là consiste à fixer l'arche en direction verticale en empêchant son mouvement. De plus, il existe la jambe de sauterelle pour davantage renforcer le pont. Un demi-mois s'est écoulé. L'arche du pont Mainhu est terminée. À présent, Rumia va entreprendre le revêtement du tablier. Ensuite, viendra le moment de construire le pavillon dessus. La coupe du pavillon est composée de 4 colonnes et 9 chevrons. Elle a une structure typique de fan qui consiste à déposer des poutres sur les chevrons. Dans chaque fan, il y a des colonnes extérieures, des colonnes intérieures, des tiaofan, luoshuifan, maozuan, jandong. La colonne du côté est surnommée générale. Il faut utiliser un bois large et droit. Les fans sont joints par jandong, la ventrière, meifan, difan et sefan. Le toit du pavillon est du style de Xieshan ou Xuanshan. Ces avant-toits relevés donnent une magnifique ambiance. Les deux côtés sont couverts de planches qui protègent le pont contre le mauvais temps. 3 mois plus tard, le pavillon est sur le point d'être fini. Il reste une poutre à établir, c'est la poutre la plus importante de tout le pont. Selon les coutumes locales, il faut abattre le bois de cette poutre à un moment faste. La poutre pilier d'un pont, c'est la clé de tout pont. Les habitants la prennent même pour quelque chose de sacré, au sens divin. À l'aube, Rumia est allé sur la montagne pour abattre du bois. Nous sommes allés au côté sud. Il faut trouver un arbre de 2 troncs, comme les jumeaux. Le tronc le plus grand s'applique au pilier. Nous voulons transmettre le petit
aux générations suivantes. Baissez, baissez, baissez. Le génie de Tianyi est là, le génie de Taï est là. Ce vin est produit par la reine du ciel. On vous donne ce vin en hommage aux poutres. C'est un jour particulier pour Rumia. Il a enfin réalisé le rêve de son enfance en laissant son nom sur le pont couvert. Un artisan ne peut pas construire beaucoup de ponts durant sa vie. S'il peut laisser quelques traces sur le pont, un nom peut-être, ce sera un souvenir de sa construction. En quelle année, quelle personne a construit ce pont? Ces traces servent à rendre hommage aux artisans. Le jour de l'établissement de la poutre, on doit organiser un copieux banquet. D'une part, c'est pour célébrer l'achèvement du pont. De l'autre, pour remercier les artisans et les habitants qui l'ont financé. Automne 2011. Le pont Minyu a été achevé en un an. Les gens se ruent pour rendre hommage au pont. Le nouveau pont a vu la présence d'un groupe de visiteurs particuliers. Ce sont des professeurs et des étudiants de l'université de Lehigh aux États-Unis. Ils sont venus à Qingyuan pour observer les ponts couverts. Elle coïncide avec l'achèvement du pont. À la vue de ce revêtement, ces visiteurs ont aussitôt participé à ce travail un peu bizarre. Ils ignorent que ces matériaux servent à protéger le pont contre l'humidité. Après avoir déposé les planches de bois, on y ajoute des feuilles d'Indocalamus, du charbon de bois, des sables fins, des petits galets et grands galets. Ils aident à empêcher la pluie de s'infiltrer à l'intérieur. D'ailleurs, cette surface de galets est si résistante qu'elle s'abîme peu malgré les siècles. Le 15 mars 2013, une cérémonie de don se déroule au village Wutongyang de Qingyuan. Il y a consensus avec Rumia pour restaurer les ponts couverts abîmés. C'est Wu Yanlong, l'ancien vice-directeur du district. Après sa retraite, il s'est lancé dans la cause du bien-être public. Son ambition maintenant est de restituer les ponts couverts de son pays natal. Pour nous, le pont couvert est notre mémoire. Il y a 60 ans, nous avons passé beaucoup de temps sur ce pont. Comment dire, pour jouer. Oui, on a joué et on se plaisait à courir dessus. C'est comme ça qu'on s'est découvert une passion pour les ponts couverts. Cette impression de l'enfance est toujours présente aujourd'hui. En avril, les travaux de ce pont doivent commencer. Les tailleurs de pierre sont en train de maçonner la fondation du pont. Ensuite, on pourra se mettre à la construction. La construction de quelques ponts a fait de Rumia un premier maître qualifié. C'est une grande consolation pour Wu Xilin. Il n'a finalement pas connu ce qu'il redoutait le plus. Autrefois, nos ancêtres ont réussi à bâtir ces ponts. Aujourd'hui, si je parviens à les transmettre à la génération suivante,
ma mission sera accomplie en tant que fonctionnaire du patrimoine culturel. Sinon, je manquerai à mes devoirs. J'aurai honte vis-à-vis de nos ancêtres et de nos descendants. Rumia se sent stressé, car la technique du pont couvert repose sur lui. À l'avenir, les nouvelles constructions de ponts couverts vont peut-être diminuer. Il y en a pas mal en ce moment, mais dans quelques années, la situation sera peut-être différente. Fin de l'année dernière, sur les conseils de Wu Qilin, Rumia a fait enregistrer une compagnie de construction à l'antique. Malheureusement, les constructions de ponts couverts n'arrivent pas tous les ans. Il est possible qu'on ait besoin d'en construire un quelque part dans quelques années. Si nous maintenons cette technique et que nous sommes encore en vie, il faut chercher d'autres travaux à faire. C'est le cas de certains artisans. Ces 2 dernières années, le coût de construction ne cesse d'augmenter. Pour garder les artisans, Rumia n'ose pas espérer une voiture. Il se rend chez les clients et au chantier toujours avec une moto, achetée 8 ans auparavant. Son espoir est de continuer à vivre de cette technique qu'il adore.